La quotidienne dans Bénin ce jour, c'est le débat matinal, mesdames et messieurs, sur Speedline Télévision. On va parler d'un sujet d'actualité. Vous savez que toute la semaine, on a parlé de la rentrée scolaire. Oui, c'est ça l'actualité au Bénin actuellement. On va parler d'un autre angle de cette rentrée scolaire qui a démarré. Depuis le lundi dernier, on va parler des écoles inondées, des enseignants, des apprenants qui passent dans l'eau et qui étudient dans l'eau, mesdames et messieurs. Nous sommes en saison pluvieuse, ça rime souvent avec l'inondation. Nous allons en parler avec donc nos débatteurs en plateau. Kenneth Egaoui, bonjour. Bonjour Aspice, bonjour chers téléspectateurs. La pleine forme, j'espère. Très en forme. Également en plateau avec nous, Romaric Dossard. Romaric Dossard, il est journaliste. Bonjour également à vous. Bonjour Aspice, bonjour fidèles amis téléspectateurs de Speedline Télévision. On va suivre un élément témoin produit même par vous, Kenneth Egaoui, sur ces cas d'inondation au niveau donc des écoles, surtout à Cotonou, en ces temps de pluie et de rentrée scolaire également. Nous allons suivre l'élément témoin avec Quentin Quenon à la réalisation. École primaire publique de Didier ce mardi matin. Les classes ont effectivement repris ce 19 septembre. Apprenants et enseignants sont présents. Un invité particulier dans cette rentrée, l'eau. Conséquence de la pluie qui s'est abattue sur la ville la veille. La cour de récréation est inondée. Didier, c'est une zone qui est régulièrement inondée à chaque saison de pluie. Donc, ce n'est pas seulement l'école qui est inondée, même les habitations, les maisons aussi sont inondées. Donc on fait avec. L'eau là, c'est affaire de saison. D'accord? Ça ne couvre pas toute l'année scolaire. Donc, et comme moi, je ne suis pas dans ma première année ici, et comme il y a des directeurs avant moi, d'accord, je me suis quand même imprégné de comment ça se passe et on est dedans. Mais nous allons demander aux autorités de nous donner quelques coups de main dans la gestion de cette difficulté, d'accord? Difficulté d'inondation, difficulté de gestion, d'accord, d'effectifs, d'accord, et manque de mobilier. Pour les parents d'écoliers, cette inondation qui est cyclique demeure une préoccupation majeure, surtout qu'elle s'accompagne de plusieurs autres difficultés. Déjà, quand il pleut, les toitures sont déjà gâtées. Toutes les toitures sont gâtées. Et nous avons même dit que nous allons écrire à l'autorité communale pour qu'elle puisse venir à nos aides. Si l'État peut nous faire quelque chose par rapport à l'inondation, nous venir en aide, nous apporter du sable, sinon même faire des pavés, ce serait aussi bon. À quelques minutes de là, nous voici à l'école primaire publique de Ladji. Difficile d'y accéder, les ruelles qui ceinturent l'établissement baignent dans l'eau. À notre arrivée, il sonnait déjà midi. Les responsables n'étaient plus présents. Mais l'eau gouverne une bonne partie de la cour de récréation. Dans les salles de classe, quelques enseignants au repos. Aucun n'a voulu se prononcer à notre micro, tous visiblement épuisés par les travaux de la matinée. Et voilà donc la situation dans quelques écoles du Bénin et à Cotonou, ici également à Cotonou, Ladji et Dandi, autres. Vous avez été fait le constat, Kenneth Egaoui, parlez-nous un peu de ce que vous avez vu sur le terrain. Oui, justement, Spice, comme vous l'aurez constaté dans l'élément, la rentrée a effectivement lieu dans ces écoles-là. Je crois mardi dernier, nous avons fait le tour de l'école primaire publique de Didier et de l'école primaire publique de Ladji à Cotonou. Ouais. Les élèves ont effectivement repris les classes, sauf que l'école, déjà à la deuxième journée de rentrée, était déjà inondée parce que le premier jour de rentrée, le lundi, il y avait eu une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Et donc, l'école était très inondée au moment où nous sommes venus. C'est vrai, dans ces écoles-là, il n'y a pas l'eau dans les salles de classe, mais les cours de ces écoles étaient vraiment inondées. Pourquoi les classes ne sont pas inondées? Oui, je crois que, comme on nous a expliqué sur le terrain, c'est semble-t-il un phénomène cyclique. Donc, la plupart des salles de classe, par exemple, quand nous prenons l'école primaire publique de Ladji, la plupart des salles de classe sont construites sur pilotis. Vous voyez, sont construites sur pilotis. Sinon, c'est très difficile d'abord d'accéder à l'école. Il y a même des ruelles où des élèves rentraient, puisqu'il sonnait déjà midi quand nous sommes venus sur les lieux, des élèves qui rentraient en pirogue, par exemple. Pirogue. Donc, c'est que... À Cotonou? À Cotonou, à Ladji, ici, dans le quartier Ladji.
Donc, la plupart des salles de classe étaient construites sur pilotis au niveau de l'EPP de l'ADI. Au niveau de l'EPP de DJ, il y a également des classes sur pilotis, mais pas toutes les classes. Sauf que là, le seul souci qu'ils ont, c'est le manque de classes, salles de classe. Et cela ajouté à l'eau, le constat montre que ce n'est vraiment pas facile. C'est déjà très difficile pour les apprenants et les enseignants de cet établissement-là au début de l'année scolaire. Romaric Doussa, vous avez écouté un peu ce décor planté par Kenneth Ega. Oui, c'est vrai, on a écouté dans l'élément, le directeur dit que ce n'est pas sa première année et qu'il est habitué. Ça veut dire que le phénomène, le problème existait il y a longtemps et apparemment, personne ne dit rien à personne. Apparemment, il n'y a pas de solution possible pour sauver donc la vie parce qu'au-delà de tout, c'est aussi une question sanitaire. D'abord, je dirais, c'est d'abord ça ce qui intéresse, le fait que ce directeur nous dise qu'il est habitué, bon, disons, et qu'il n'est pas le premier qui s'est imprégné de comment ça se passait avant qu'il devienne. C'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Mais il faut également noter qu'il y a des choses qui étaient faites. Disons, il y avait des dispositions dans cette zone-là. Si on voit déjà que ces classes a construit sur pilotis, c'est-à-dire qu'ils ont prévenu déjà des risques. Et que nous demandons maintenant... Mais ce n'est pas que les classes, parce que l'élève, avant d'aller en classe, doit passer par la cour de récréation et à la pause, doit jouer et manger dans la cour de récréation, tout ça dans l'eau, même pour avoir accès donc, à son école. C'est d'abord des soucis à régler aussi. Il faut également dire que ces zones-là sont proches du bas-fond d'eau et comment on appelle, de la rivière. Voyez-vous? Et la crue déjà de ces rivières-là qui traversent notre pays laisse déjà de quelques flaques d'eau dans les écoles. Et bon, disons, moi particulièrement, je voudrais demander, bon, si quand même on reste sur la sortie, la tout récente sortie du gouvernement face à cette situation. On va y revenir sur ça. Oui, sur ça. Mais d'abord, il faut dire que derrière tout ça, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et dans les prochains jours, on aura quand même quelques améliorations. Et parce que déjà, vous savez, à Cotonou, n'oubliez pas, il y a la pluie. Il y a cette saison pluvieuse. Et que c'est un phénomène cyclique dans Cotonou. Parce que puisque nous sommes à Cotonou. Oui, et que ça s'observe déjà dans les quartiers. Si ça s'observe dans les quartiers, les écoles sont dans ces quartiers-là. Donc, par conséquent, si ces rues-là sont inondées, certainement, il y aura inondation dans les... C'est comme si vous dites que bon, c'est une chose normale, selon ce que vous dites, Romaric. Non, mais nous sommes dans le milieu éducatif et il faut créer des conditions, oui. C'est pas une chose normale. Oui. C'est-à-dire le problème est déjà là. Et il y a des choses qui sont en train d'être faites en amont. Mais on ne voit rien parce que le directeur a dit, je suis là depuis des années, c'est chaque année, la situation se présente. Et même le parent d'élève, il a dit que les toits n'existent même plus et que vraiment ils sont en train de penser maintenant, écrire aux autorités. Est-ce que la question que vous m'avez posée donc... Pourquoi penser maintenant à écrire? Puisque déjà, bon, c'est pourquoi moi j'allais directement sur la sortie du gouvernement. Non, on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir. La question, je m'avais la poser d'abord à Kenneth Ega. Oui, pourquoi c'est maintenant? Il n'y a pas... un souci de mauvaise organisation qui a aussi au niveau de ces directeurs d'école, de ces associations de parents d'élèves, parce que c'est maintenant, on pense maintenant à écrire pour informer l'autorité, pour demander des choses, alors que il y a 2-3 ans, on a vécu la même situation et déjà on sait que la rentrée, c'est en septembre et que la pluie, on est dans une saison pluvieuse, et que la pluie peut être au rendez-vous encore et que les classes là, et les écoles peuvent être aussi inondées. Vous savez, moi, je n'accuserai pas les parents d'élèves. Hein. C'est il est de la responsabilité de l'État, vous voyez, de prendre des dispositions pour mettre les apprenants dans de meilleures conditions d'apprentissage, aussi bien les apprenants que les enseignants. Et le directeur d'établissement qui a parlé dans l'élément a été un peu plus clair. Il a dit que c'est un phénomène auquel ils étaient habitués. Donc, je suppose que les autorités également n'ignoraient pas cela. Et peut-être ça leur a échappé de prendre des dispositions. Ce n'est pas le jour de la rentrée ou bien une semaine, 4-5 jours après la rentrée qu'il faut maintenant dire, bon, on va prendre des dispositions. Moi, je pense que c'est un problème qu'on devait régler depuis. En amont? Oui, et quand on a échangé avec le parent d'élève, c'est quoi? Eux, leur souci, ce n'est pas forcément
le quartier. Mon confrère Romaric expliquait tout à l'heure que ces quartiers-là sont en bordure du lac Nokoué. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas des bas-fonds. Ce sont juste des zones en bordure du lac. Mais tout ce que ces gens-là demandent, tout ce que ces parents d'élèves-là demandent, c'est qu'au moins l'école, quelles que soient les difficultés à traverser pour quitter la maison pour l'école, au moins une fois que les enfants se retrouvent dans ce cadre-là, dans ce cadre éducatif-là, il faudrait au moins qu'ils soient à l'aise. Figurez-vous, le mardi, quand nous étions partis, les responsables de l'établissement ont été obligés de bloquer le portail pour éviter les balais entre parents et apprenants. Et les enfants étaient strictement gardés en salle. Et automatiquement, à midi, on a réouvert le portail et on attend. Le directeur même est présent, il attendait. Chaque parent vient chercher son enfant. Et en un laps de temps, la cour était devenue vide déjà. Et puis on a refermé le portail. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser les enfants s'amuser dans l'eau. Et vous l'aurez constaté dans l'élément, il y a des séquences où des enfants, ça grippait au mur pour pouvoir traverser l'eau. Pour éviter l'eau. Donc, c'est tout ce que les parents demandent, qu'on trouve une solution à cela. C'est tout. Et moi, je pense que ça a peut-être échappé aux responsables, aux dirigeants, parce qu'on pouvait bien prendre des mesures en amont. Le parent d'élève a été même jusqu'à demander si, pour éviter le problème, si on pouvait carrément remblayer la cour, ou mettre des pavés aussi. Bien mettre des pavés, ça va résoudre le problème. On a vu même de l'eau au niveau des cantines, là où les bonnes dames vendent. Justement. Ça voudra dire que, les enfants sont obligés de passer par l'eau, de traverser l'eau, peut-être même qu'ils mangent dans l'eau. Dans l'eau, et remarquer tout ça, c'est une situation très grave apparemment. Oui, effectivement, c'est une situation très, très grave. Et vous savez, les gouvernants, certainement, comme Kenneth était revenu là-dessus, certainement, ils sont en train de faire quelque chose. Les parents, quelles sont les démarches? Les APE, on dit Association des parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient avant la rentrée? Vous voyez? Parce que vous savez, vous avez dit, vous vivrez cette situation il y a très longtemps. Nous savons que déjà le 19, on doit commencer. Pourquoi ne pas anticiper? Parce que on dit l'État doit faire, l'État doit faire. Mais il faut que le pouvoir est décentralisé. Voyez-vous? Et que les autorités ne peuvent pas tout voir. Moi, je prends un exemple. Par exemple, si je tombe directement sur la situation des suffisances de salles de classe et d'instituteurs dans les salles. Mais il a fallu que je descende un jour, que j'aille voir une directrice de mon cousin. J'ai un neveu là qui était dans une école où ils ont fusionné la classe de CP. Pendant 2 mois, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai. Je me suis rapproché de la dame. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment, elle m'explique que c'est un phénomène cyclique qu'elle vit chaque année et que le groupe A envoie les élèves de CI dans sa classe, dans la classe CI B, et que le groupe B envoie les élèves de CP en A. Mais il a fallu qu'on fasse des démarches. Et en ce moment, il a fallu que je l'ai aidé, je l'ai mis sur un chemin. Rapidement, dans la semaine, ils ont envoyé un instituteur dans la salle. Et c'était vraiment, c'est là, je suis que ces responsables d'école-là, eux autres, à leur niveau, il faut qu'ils se lèvent. Quand il y a cette situation-là, qu'ils apprennent à mener les démarches officielles. Qu'ils commencent par mener des démarches officielles. Elle me dit qu'elles ont écrit, je crois bien, ils ont des conseils pédagogiques, ils ont écrit, il a dit que c'est lui qui rassurait, c'est lui qui rassurait. J'ai dit non, c'est pas ça. Rien n'est fait, il faut monter, il faut aller au-delà de ce monsieur-là et voir si quelque chose ne sera pas fait. Mais effectivement, on est heureux que la salle, les 2 salles ont désormais des instituteurs. Okay. Voyez-vous? Donc, il faut faire quelque chose déjà. Il faut que ces gens-là se lèvent et commencent quelque chose. Là, les autorités verront ce qu'il faut faire. Monsieur, oui. Vous savez, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que les responsables d'établissement prennent leurs responsabilités en main. Mais vous imaginez toute la tâche qu'on leur a déjà confiée. Figurez-vous que même jusqu'à maintenant, dans ces écoles-là, c'est le directeur qui a encore la responsabilité de la classe de CM2. Et il est obligé, il a l'obligation
de bien enseigner ces apprenants d'avoir un bon résultat. Qui iront à l'examen. Et c'est à partir des résultats de ces mêmes examens qu'on va évaluer le directeur. Voilà. Si jamais il a le pourcentage, le taux de réussite ou d'échec qu'il aura, ça peut lui coûter son poste. Peut-être, mais moi j'ai assisté dans ce pays où des directeurs ont été déchargés, on les a fait remplacer par l'instituteur qui tenait le CI et le directeur a été envoyé en classe de CI. Il est devenu maître de CI sous celui qui était lui, son enseignant. Donc, avec toutes ces responsabilités-là, on ne peut pas forcément, moi je ne pense pas que ce soit juste aujourd'hui de les accuser de n'avoir pas mené ces démarches-là. Et je m'inscrirai en faux que ces responsables d'établissement ne mènent pas ces démarches-là. Je suis sûr qu'ils mènent les démarches. Vous, c'est parce que peut-être vous êtes le parent, ou peut-être c'est parce que vous avez eu l'idée d'orienter la directrice dont vous parliez à l'instant d'une certaine manière ou d'une autre, que vous avez pu trouver des solutions. Mais j'imagine si c'était dans tous les établissements du Bénin que des démarches comme ça ont été menées, elles toutes n'auront pas eu gain de cause. J'en suis très très convaincu. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit honnête, que les responsables, nos dirigeants prennent leurs responsabilités. À la fin des vacances et à quelques semaines de la rentrée, c'est vrai, ils font un effort très très considérable pour préparer la nouvelle rentrée, mais il faudrait aussi qu'ils prennent en compte ce cas-là. Vous l'évoquez à l'instant et tout à l'heure, aujourd'hui il y a au moins une vingtaine, sinon près d'une trentaine d'établissements, d'écoles qui n'ont pas encore ouvert les classes jusqu'à maintenant. Et on nous annonce que des dispositions ont été prises, malgré tout ça n'a pas marché, mais on sait que c'est des choses qui arrivent fréquemment. Pourquoi n'avoir pas pensé une solution durable? Il y a des solutions. Le parent, lui, il ne veut rien entendre. L'État a dit, c'est nous-mêmes qui avons dit dans notre constitution que l'éducation est obligatoire. C'est un droit. Avant, au village, le parent se souciait que son enfant aille à l'école. Si déjà l'enfant peut être là pour aller l'aider au champ, lui, ça le va mieux. Mais l'État dit, il faut qu'on éduque, il faut qu'on instruise ceux qui doivent tenir le pays demain. Alors le parent, lui, déjà qu'il n'a pas les moyens d'envoyer son enfant dans une école privée, il accepte d'envoyer quel que soit, malgré la distance parfois. Vous imaginez à Didier, malgré l'eau, des enfants qui naviguent eux-mêmes, qui conduisent des pirogues, les pirogues eux-mêmes pour venir à l'école. C'est déjà ça montre déjà qu'ils ont la volonté d'apprendre. Ça montre déjà que les parents ont mis les bouchées doubles pour qu'ils reprennent les classes. Moi, je pense qu'en dehors de tout ça, la rentrée a commencé. Moi, je pense qu'on ne devrait plus accuser. Ce serait un tort d'accuser les directeurs, les associations de parents d'élèves de la situation dans laquelle ces écoles-là se retrouvent aujourd'hui avec l'eau qui a malheureusement commencé la rentrée au même moment. La faute, on va situer un peu les responsabilités, on va se demander, et poser une question, la faute est à qui? Est-ce au gouvernement ou bien à la mairie de Cotonou qui, sur ce plan-là, ce plan de la situation a échoué? Apparemment, parce qu'aujourd'hui, on parle de la décentralisation, il faut que au niveau communal, l'autorité puisse agir également. Justement, et nous avons vu la mairie de Cotonou, il a fait des choses. Ils ont évacué comment on appelle, on va s'inscrire en défenseur de non, c'est pas un défenseur. Parce que lorsque vous êtes évacué, mais le constat, il est là. On a vu. Je pense que quand tu nous as dit aussi avant les images, les élèves sont dans l'eau. Le constat est tangible. Le constat est tangible. Et vous savez, c'est vrai, la mairie... Est-ce que la mairie réellement fait son travail? La mairie fait son travail. Juste qu'il reste à faire. Parce qu'on a vu, déjà 2 semaines avant la rentrée, il y a des choses qui ont été faites. Ils ont évacué... Dans ces zones-là? Dans certaines écoles. Puisque d'abord, le gouvernement... Bon, je vais toujours sur ce que le gouvernement a dit. Il a dit déjà... On va revenir sur on va revenir sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit accuser, en tout cas, on doit prendre pour responsable le ministère de l'enseignement, ou bien on va prendre le gouvernement en général, ou l'autorité communale? Et bon, à ce niveau, je crois bien que ce soit le ministre de cadre de vie, il est impliqué. Parce que c'est lui, d'abord, le ministre de cadre de vie, oui. Il faut quand même qu'il s'assure de ce que, après les pluies, qu'il n'y ait pas des zones, des pavés inondés ou bien des zones inondées. Okay. Voyez-vous, outre ça, je crois bien, il y a ces zones-là qui n'ont pas bénéficié du projet asphaltage. Peut-être que ces zones,
Peut-être que c'est dans ces zones-là qu'on parle toujours d'inondation. On ne sait pas. Sinon, vous trouvez que partout il y a asphaltage, il y a plus. Il y a asphaltage, oui. Il y a plus d'inondation. Non, il y a sur ces pavés il y a sur ces voies asphaltées là des flaques d'eau. Nous observons. Mais qui ne durent pas. Qui ne durent pas. Il y a des caniveaux. Par exemple, la société SCDS, tuerie des caniveaux. On voit ce que fait, comment appelle l'État, le gouvernement, par rapport à ces situations cycliques que nous vivons. À qui la faute? Hospice, moi je pense que ce serait très malhonnête de ne pas reconnaître que les autorités font un effort. Moi je les félicite d'ailleurs pour ça, je les encourage également parce que rares sont très très rares, pratiquement inexistantes sont ces établissements-là, sont ces écoles-là aujourd'hui où le problème de salle de classe est vraiment préoccupant. Je crois que c'est un effort très très louable qui est fait, mais si on donne les moyens de travail, on donne les conditions, on construit les salles de classe. Aujourd'hui, à ma connaissance, très peu sont des écoles. D'ailleurs, à Cotonou, je n'en connais pas d'école qui n'a pas de clôture, par exemple. Si on a fait tout ça là, et qu'on sait qu'on a décidé, je crois que c'est depuis la fin de l'année précédente qu'on a commencé par préparer la rentrée qui va venir. Oui. Si on sait déjà qu'on va commencer la rentrée le 19 septembre, et on savait déjà, on avait une c'est qui ce on là, le ministère, le gouvernement ou la mairie? Le gouvernement, le ministère et la mairie. Parce qu'en fait, aujourd'hui dans les écoles à Cotonou par exemple, il y a des salles de classe, il y a des modules de salles de classe qui sont construits par la mairie. Et donc, moi, je pense qu'après l'avoir construit, la mairie pouvait aussi penser à comment faire que les apprenants bénéficient bien de ces modules de classe-là. Donc, la mairie pouvait aussi aller dans le sens de paver les écoles. Comme l'a dit, nous sommes au 21e siècle. Pourquoi peut-être pas ne pas maintenant décider d'aller faire la modernisation de nos centres d'apprentissage, de nos écoles. Et comme on le fait pour les marchés publics aussi. Voilà, on peut aussi le faire pour l'école. En tout cas, le constat n'est pas qu'à Cotonou seul. Il y a aussi un peu partout, même au nord du Bénin, oui. Il y a la situation et ça a attiré aussi l'attention du gouvernement. Et au cours du point de presse du Conseil des ministres du mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement a abordé également le sujet. Il a essayé d'apporter des réponses aux questions des journalistes présents. On va le suivre, Wilfried Léandre Mbouji. Je voudrais m'attarder sur l'aspect spécifique de votre préoccupation pour dire que les pluies, cela relève à la limite de cas de force majeure. Mais cette situation, elle a été évoquée avant même le début de l'année scolaire. Parce qu'il y a 2 semaines de mémoire, la préoccupation du chef de l'État, qui était de savoir si tout était prêt pour que la rentrée des classes s'effectue dans les bonnes conditions, a amené les ministres sectoriels, notamment celui en charge des enseignements maternels et primaires, à faire un point qui permettait déjà de voir que dans certaines localités, en raison de la crue de certains fleuves qui traversent notre pays, il y avait des écoles qui étaient sujettes à inondation. Et déjà à l'époque, soit 2 semaines avant la rentrée, les instructions du chef de l'État étaient que les services compétents devraient se déployer autant que possible avec les administrations communales pour évacuer les eaux là où cela était possible. Ensuite, il y a lieu de constater, et ce à la décharge des 10 services techniques et des administrations communales, que en pareille circonstance, comme nous le savons, le niveau des eaux est tel que, malgré leur bonne volonté, l'on peut comprendre que ces services et les administrations communales n'aient pas réussi à évacuer les eaux de toutes les écoles concernées, d'autant plus par ailleurs que les pluies continuent abondamment dans le nord et que les descentes d'eau par le lit des fleuves continuent de produire les crues par endroits, et cela va se faire donc progressivement. Dans tous les cas, il est indiqué comme instruction que cela soit fait au plus tôt pour permettre aux enfants de bénéficier des cours au même titre que leurs camarades. Et là où éventuellement des solutions alternatives peuvent être apportées en attendant une
résolution durable de cette situation, les ministères sectoriels ne devront pas faire l'économie de mesures qui vont dans ce sens. Et voilà, Romaric de ça, c'est vrai que vous aviez envie d'aborder le sujet et de parler de la réaction du gouvernement. Voilà, c'est fait, le porte-parole, il a réagi. Et même, on annonce qu'il y a des écoles aujourd'hui, jusqu'à présent, qui n'ont pas encore démarré les activités scolaires. Ok, c'est ce que je disais justement. Vous avez vu, on a écouté le porte-parole du gouvernement, il a dit, dans la vision du savoir, c'est-à-dire dans l'assurance d'avoir les écoles aller dans les salles sans anicroche, sans problème, et que les activités académiques se passent sans anicroche. Le gouvernement, le président talon a demandé à ces ministres sectoriels, je crois bien, de ces 3 secteurs, et je crois bien, et il s'est tassé sur, comment on appelle, le ministre des enseignements maternels et primaires. Voilà. Parce que quand on fait le tour dans les écoles, le constat est dans ces écoles primaires, maternelles et primaires. La preuve, ce qu'on vient de visualiser tout à l'heure, l'élément de Kenneth. Le ministre a fait un point. Qu'est-ce qu'il a dit? Le point révèle qu'en raison de la crue de certains fleuves qui traversent notre pays, il y a des inondations, il y a des écoles, il y a des zones inondées et par conséquent des écoles inondées. Et le gouvernement, qu'est-ce que le président Talon a dit? Il a instruit les acteurs techniques au niveau des communes. Est-ce que ce que le porte-parole du gouvernement a dit vous a convaincu? Je suis convaincu, puisqu'il a dit à la fin que malgré la motivation de ces gens-là, et que la faute plus qui s'abattent sur le pays, on ne va pas manquer de voir ces situations-là. Donc, mais quand même, on vit avec. On ne vit pas. Ce qui est sûr, le gouvernement, il est à pied d'œuvre. Il continue de faire son travail. Il n'a pas dit d'arrêter. Puisqu'ils ont dit qu'ils ont évacué, ils ont évacué une bonne partie et qu'il en reste. Et il a dit à la fin que, en tout cas, les gens continuent et ils vont continuer à le faire. Okay. Et des mesures coercitives, ça veut dire des mesures définitives vont venir. Ok. C'est le souhait d'ailleurs de tous les parents d'élèves et des apprenants également et de nous également sur ce plateau. C'est pour cela que nous faisons le débat. Kenneth Egaoui, vous avez suivi un peu le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que bon, le gouvernement n'était pas totalement indifférent de la situation. Donc il y a des démarches qui ont été menées et aujourd'hui il a fait le point. Satisfait? Oui, ben, je pense que c'est déjà une bonne chose que le gouvernement n'ait pas gardé le statu quo par rapport à la question. C'est bien de sortir et d'éclairer. Mais moi, je continue toujours de me demander, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Tout le monde veut faire porter la responsabilité du problème à l'eau. Quel que soit ce que vous faites, on est obligé de compter avec la nature. On sait qu'on a une saison pluvieuse qui est fréquente, qui coïncide souvent avec le début de l'année scolaire. On sait qu'on a des cours d'eau qui connaissent leur période de crue au début de la rentrée, dans les mêmes périodes que la rentrée. Mais pourquoi ne pas... Aujourd'hui, le souci, c'est quoi? C'est comment faire pour que les enfants soient en classe à l'école. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que l'eau a tellement colonisé les salles de classe et les cours que ces écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Pourquoi ne pas faire peut-être comme à l'ADI, par exemple, pourquoi ne pas construire les salles de classe sur pilotis ou leur donner une hauteur un peu considérable pour que même quand il n'y ait plus, on puisse trouver des moyens de pouvoir conduire les enfants vers les salles de classe pour qu'ils puissent au moins étudier. On dit aujourd'hui que l'eau nous empêche, ces écoles-là d'ouvrir. Mais moi, j'ai envie de demander au porte-parole du gouvernement ou bien au ministre, est-ce que dans les régions comme Soava ou Ganvier, il n'y a pas des écoles? Et ça dit que à cause de la crue, les classes n'ont pas commencé là-bas. Il y a des écoles sur pilotis. Donc ça devrait normalement nous servir de leçon. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité aux fortes pluies, à l'inondation. On sait que c'est quelque chose qui est cyclique. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas les moyens de contrôle. En tout cas, pour le moment,
on n'a pas encore les moyens de contrôler cela. On n'a pas encore les moyens de dire à la pluie, non, attends, ne tombe pas, tu vas te patienter pour tomber en juin ou en juillet lorsque les apprenants seront en vacances. Donc moi, je pense que déjà comme solution, dans ces écoles, on peut essayer d'augmenter la hauteur des salles de classe ou soit carrément les construire sur pilotis pour permettre que le temps que l'eau trouve un chemin pour partir, que les apprenants puissent au moins commencer les salles de classe. C'est vrai, d'autres ont commencé depuis le 19 septembre, d'autres vont encore attendre jusqu'à novembre pour commencer, mais n'oublions pas qu'à la fin de l'année, en juillet, ils vont composer à la même date. Composera à la même date et seront évalués sur les mêmes critères. Moi, je pense que c'est aussi discriminatoire. C'est une discrimination que l'État est en train de faire. C'est malheureux, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire. Remarque d'où ça des solutions possibles pour éviter cette situation dans l'avenir et aussi dans l'immédiat. Exactement, et bon, je reste également dans la posture. Bon, je ne vais pas, c'est pas que j'ai fui ma position, hein, mais je reste dans la posture argumentative et explicative de Kenneth. C'est vrai, il faut expérimenter également la construction de ces écoles-là sur pilotis, ces zones-là qui sont souvent inondées, qui sont où règne. Vous demandez à ce qu'on casse tout maintenant pour reprendre, c'est très difficile. À défaut parce de casser, que c'est déjà construit. À défaut de casser, on peut augmenter la hauteur. C'est aussi simple que ça. Mais je proposais également quelque chose. Hein. Et si on délocalisait ces écoles? Et les mettre où? Et les mettre dans la zone certainement. Et la proximité entre apprenants et écoles, alors vous mettez ça où? Vous parlez de proximité. Oui. Il n'y a pas des écoliers qui quittent loin pour venir dans ces écoles. Mais on trouve que ça c'est un fait. Et il faut trouver solution aussi à ça. Maintenant, si vous voulez créer encore plus de distance entre l'élève et son école, ce serait déjà aussi un facteur de déscolarisation massive. Excusez-moi, on parle ici de la santé des apprenants et des conditions dans lesquelles ils étudient, ils vont à l'école. Mais si délocaliser ces écoles va remédier à ce problème, ce qui est sûr, quoi qu'on fera dans le lot des cas, il y aura une inondation dans ces écoles-là. Parce que c'est, par exemple, là où ils ont construit les écoles sur pilotis, c'est pas à l'étude du sol. C'est parce qu'ils savent que à chaque saison pluvieuse, il y aura cette affaire-là et que l'eau va rien à mettre. Voyez-vous? Donc, si vous délocalisez l'école, vous allez quelque part où, en saison pluvieuse, il n'y a pas d'inondation. Même si cette zone-là serait à 200, 300 km de l'apprenant, bon, Adjenko pourra... C'est pas 200 km. D'abord, on dit l'ADI. Ou bien on dit DJ. Non, on ne prend pas que le cas de l'ADI. Je prends par exemple DJ. Il n'y a pas quelque part DJ où il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a jamais eu, comment on appelle, inondation. Mais pourquoi ne pas délocaliser ces écoles-là? Parce que quoi qu'on fera, dans le lot des cas, il y aura toujours l'eau. Même si on mettait des pavés, les pavés seraient inondés parce que c'est le sol. Non, je ne pense pas. Il y aurait, s'il y avait des pavés, Romaric, il y aurait quand même des moyens ou un système pour pouvoir évacuer l'eau. On a des gens, beaucoup de gens dans leur maison qui ont pavé aujourd'hui dans la ville, mais allez leur demander, constater dans les zones qui sont très souvent inondées, vous allez voir après la pluie, leur cours est très rapidement vidé. Et c'est seulement peut-être sur la voie qu'il y a l'eau. Mon cher, si tu circules un peu dans Cotonou, tu vas voir, par exemple en face de la Baignoise, à Cotonou, il y a pavé. Non, à chaque saison de je ne parle pas de la inondation. Je ne parle pas. En tout cas, nous sommes. Je ne parle pas. Non, c'est la même chose. Je ne parle pas de la voie publique. Je ne parle pas de la voie publique. Nous parlons ici de paver une cour de récréation. Et si on le fait, si on augmentait la hauteur des salles de classe, si on pavait la cour de récréation, il y aurait forcément un moyen d'évacuer l'eau juste après la pluie. Oui. C'est possible. Ok, en tout cas, c'est des solutions que vous apportez et je pense que ça va servir aux autorités, qu'elles soient communales ou centrales également, mesdames, messieurs. Le débat, il peut continuer chez vous. Votre émission Bénin ce jour a une dernière étape à traverser, et celle donc que va animer Louis Assoba. C'est bon à savoir.